sommes-nous toujours en démocratie? C'est le thème qui m'a été confié. Bon, on ne va pas se mentir, ça ne va pas très bien du côté de la démocratie. On en fait tous le constat tous les jours. La crise démocratique est de plus en plus profonde. Le fossé se creuse entre les élus et les électeurs, entre les représentants et les représentés. Alors ça a toujours été le cas. Si on plonge dans les archives du monde diplomatique, on voit déjà depuis des années des articles qui soulignent ce problème. Mais on est obligé de constater qu'aujourd'hui, la question est de plus en plus grave parce que finalement, le détour par la construction européenne fait que la disparition de la démocratie s'installe tranquillement et que petit à petit, elle est passée par pertes et profits. Alors, plusieurs intervenants ont parlé du 29 mai 2005. C'était le symbole de cette crise, puisque vous vous souvenez, 55% des Français avaient voté non au traité constitutionnel, alors que 96% des élus avaient voté pour. Donc ça s'appelle une crise. Et pourquoi je disais à l'instant que c'est le signe que la crise est peut-être plus grave qu'elle ne pouvait l'être il y a une vingtaine d'années, c'est que cet événement majeur, 55% des Français qui votent non, 96% des élus qui avaient voté oui, n'a été suivi d'absolument aucune conséquence politique. C'est-à-dire le président de la République n'a pas démissionné, l'Assemblée nationale n'a pas été dissoute. Nos institutions ont continué ce que François Mitterrand avait appelé à une époque leur coup d'État permanent. Et il y a pas plus tard que 2 jours, François Hollande a prononcé un discours devant Claude Bartolone, qui est, vous savez, le président de l'Assemblée nationale et qui a présidé un groupe de travail sur la réforme des institutions. Et François Hollande s'est exclamé « Mais sans la Ve République, sans ces institutions si solides, je n'aurais pas pu prendre toutes les décisions que j'ai dû prendre, souvent contre l'opinion publique ». Et donc François Hollande vantait les mérites de la très grande stabilité de nos institutions. Et c'est même pas du second degré, il le pense vraiment malheureusement. Et il ajoutait quelques minutes après, les référendums pourraient être une solution, comme certains responsables politiques l'évoquent, mais on a vu avec le 29 mai et on a vu avec le Brexit que ce sont des outils dangereux et qu'il ne faut pas consulter le peuple trop souvent ou à mauvais escient. Donc voilà au moins quelqu'un qui est content des institutions de la Ve République, c'est François Hollande. Il rejoint là bizarrement une autre personne qui est Marine Le Pen, qui adore les institutions de la Ve République puisqu'elle a affirmé à plusieurs reprises qu'elle trouvait que ces institutions permettaient au peuple français de s'exprimer tout à fait normalement et que quand elle serait élue, elle gouvernerait avec tous les pouvoirs conférés par la Constitution. Préparons-nous à cette éventuelle catastrophe, et que, cela dit, elle utiliserait beaucoup l'arme du référendum. Alors nous, on pourrait se réjouir, mais souvenons-nous de ce que signifie le référendum pour l'extrême droite. Ce sont des plébiscites, et non pas de vrais débats démocratiques, des plébiscites qui ont permis, par exemple, à Napoléon III, il y a 150 ans, de se maintenir au pouvoir par le coup d'État du 2 décembre. Donc, on pourrait dire c'est la catastrophe, mais je ne voudrais pas qu'on termine cette journée en se disant la démocratie c'est terminé et on va tous aller noyer notre chagrin dans l'alcool. Nous avons de bonnes raisons malgré tout d'être optimistes. La première raison, c'est que la classe dirigeante commence à se rendre compte qu'il existe une crise des institutions, alors qu'elle a été longtemps dans le déni. Même l'inénarrable Emmanuel Macron trouve que les Français ne sont pas assez considérés et il se prononce pour la démocratie participative. Alors, on est tous bouleversés que Macron trouve que les Français ne sont pas assez considérés. C'est vrai que quand il était ministre, on a vraiment senti qu'il était très préoccupé, notamment par les classes populaires et par la nécessité de les écouter. Alors, c'est pas étonnant que Emmanuel Macron se prononce pour la démocratie participative, comme beaucoup de responsables politiques. Pour beaucoup de représentants de la classe dirigeante, et le monde diplomatique a écrit beaucoup là-dessus depuis longtemps, la démocratie participative, c'est une façon de nous faire avaler le fait que nous avons perdu la réalité du pouvoir. C'est-à-dire, on participe au pouvoir, mais le pouvoir est ailleurs.
Et concrètement, souvent, la démocratie participative, qui pourrait être une belle idée comme ça, se résume à demander aux citoyens leur avis sur la place d'un bac à fleurs dans une municipalité. Mais la démocratie participative, c'est jamais de partager le pouvoir avec le FMI ou avec la Commission européenne, ou de pouvoir, dans le prolongement de ce que disait Renaud Lambert à l'instant, remettre en cause le mandat de négociation de la Commission européenne pour le TAFTA et le CETA. Donc, la classe dirigeante commence à s'apercevoir que ça va mal, c'est bon signe. Engouffrons-nous dans la brèche, saisissons cet espace qui nous est offert, mais, et c'est ce que je voulais partager avec vous, ne nous trompons pas de cible. Si la crise de la démocratie est patente aujourd'hui, en fait, est-ce vraiment une crise ? Il me semble, et c'est ce que j'ai écrit dans le Monde Diplo de ce mois-ci, qu'en fait, ce n'est pas une crise que nous vivons aujourd'hui, c'est un changement de régime politique. C'est-à-dire qu'une partie de la classe dirigeante, que ce soit la classe dirigeante française ou européenne ou mondiale, finalement a fait le deuil de la démocratie. Et les petits commentaires acerbes sur les référendums qui ne donnent pas les résultats que l'on souhaite confirment que les classes dirigeantes tournent le dos de plus en plus au verdict populaire et donc à la démocratie, parce qu'une démocratie sans peuple, ça n'existe pas. Et ce que nous vivons aujourd'hui n'est donc pas une crise de la démocratie, mais un changement de régime et l'installation d'un régime qui ferait que les pouvoirs publics pourraient s'appuyer sur une autre source de légitimité que celle que représente le verdict des urnes et tout simplement le suffrage universel. Et ce nouveau régime politique, il porte un nom, il s'appelle la gouvernance. Alors on entend souvent parler de la gouvernance, la bonne gouvernance ou la mauvaise gouvernance. C'est un concept qui est né il y a presque 40 ans aux États-Unis, la gouvernance, et c'est un concept qui est né dans le cadre de la critique de l'intervention publique et dans le cadre de la montée en puissance du libéralisme économique. Et la gouvernance, c'est l'idée que ce sont les acteurs privés, notamment le marché, les entreprises, qui doivent gouverner, associés à des experts, associés à ces gens qui savent, notamment donc les experts, éventuellement confortés par quelques sondages. Et donc, dans ce système, où ce sont d'autres acteurs que les acteurs publics qui donnent le là et qui peuvent légitimer la décision publique, le peuple n'est plus qu'un acteur parmi d'autres. C'est-à-dire que quand les dirigeants veulent prendre une décision, ils peuvent éventuellement s'appuyer sur le peuple, ils le font de temps en temps, on a des élections régulièrement, mais entre chaque élection, ils peuvent très bien recourir à d'autres formes de légitimité. Et c'est ce qu'on entend quand les dirigeants français ou européens nous disent « Bon, c'est vrai qu'il y a une catastrophe en Grèce, je pensais à ce que disait Valia Kaimaki tout à l'heure, mais on ne peut pas faire autrement parce que les lois de l'économie nous imposent d'imposer à la Grèce une cure d'austérité. » Ces lois de l'économie, personne ne les a jamais votées, mais pourtant elles s'imposent d'une manière très dure comme une loi d'airain. Et on voit bien que c'est davantage les experts du FMI qui définissent les politiques d'austérité qui préoccupent les dirigeants européens que le verdict des urnes. Donc, c'est une véritable bataille politique qui est devant nous pour rétablir l'idée que c'est au peuple que revient le pouvoir de décider des choses, et non pas de décider des grandes orientations, et non pas aux experts ou au marché, avec les sondeurs qui sont toujours là pour justifier les choix faits par ces experts et ces économistes. Et la dernière chose qui me semble nécessaire de partager avec vous aujourd'hui et qui fait que je ne suis pas pessimiste, même si la période est inquiétante, c'est qu'alors que nous vivons ces grandes transformations, cette remise en cause de la démocratie au profit d'un système de gouvernance, eh bien, les sociétés, les opinions publiques, si toutefois elles existent, n'ont jamais été aussi vivaces qu'aujourd'hui. Vous êtes presque 400 aujourd'hui. Les Amis du Monde Diplomatique sont une association extrêmement vivace en France et dans le monde. Mais il existe, à l'heure où nous parlons, des milliers d'initiatives. Des millions de citoyens sont mobilisés à travers le monde
pour refonder quotidiennement et concrètement la démocratie. C'est une force qui existe, que le système institutionnel ne permet pas de voir parce qu'il est bloqué, parce que nos systèmes de représentation sont bloqués, mais c'est une force qui existe. Autour de nous, il y a une société qui bouge, des citoyens qui se battent du matin au soir, sans ménager leurs forces, et un jour, cette marmite va finir par exploser, et le couvercle qui met comme une chape de plomb sur nos libertés finira par sauter, et nous serons là tous ensemble pour pouvoir passer à ce que disait Serge Halimi dans son intervention introductive, à l'étape qui consiste à transformer le monde. Merci.